Bonjour à tous, c'est Finwave, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel épisode de Flash Market, votre point hebdomadaire pour prendre la température du marché en une dizaine de minutes. Dans ce format, on explore les mouvements clés des marchés boursiers et des cryptos pour que vous puissiez être au plus proche de l'info et puis prendre les bonnes décisions. Allez, c'est parti, on commence par le marché américain. On va voir notre copain le SP500 sur TradingView. Alors qu'est-ce qu'on remarque cette semaine sur le marché américain? Eh bien, grosse correction à nouveau qui continue cette semaine. On en avait déjà eu une très importante sur la semaine précédente. On a eu un petit rebond quand même, mais c'est tout à fait normal. Et derrière, on s'est pris deux énormes cartouches, donc de 4,84% sur jeudi et 5,97% sur vendredi. Le RSI, quant à lui, il continue de chuter, donc ce qui nous montre qu'on a des acheteurs qui sont de plus en plus en faiblesse et vraiment une présence des vendeurs qui est de plus en plus importante. D'ailleurs, on a dépassé la zone qu'on appelle la zone de survente, qui signifie en général que ce sont de bonnes zones d'achat sur le long terme. On se retrouve à une valeur de 23 actuellement sur le RSI. Alors maintenant du côté du VIX, donc l'indicateur de volatilité de marché qui nous donne une très bonne idée du sentiment de marché et des investisseurs pour ceux qui ne savent pas, eh bien il commence à atteindre, comme on le voit, des niveaux assez élevés historiquement. Si on vient zoomer peut-être en weekly et en allant directement sur le VIX, où on va pouvoir comparer par rapport à des crises précédentes. Et donc comme on le voit, on est à 45,30. Alors c'est pas au niveau de la crise du Covid en 2020 par exemple où on est monté à 65,58. C'est pas non plus au niveau de la crise de 2008 où on était à 78,69 de Volatility Index, le VIX. Par contre, on est clairement au niveau de la bulle internet, donc l'explosion de la bulle internet en 2002, parce qu'on a dépassé donc les 41,18 de record. Et puis également de la crise financière asiatique de 98 avec une valeur à l'époque de 43,71. Donc en l'occurrence, on est quand même sur le VIX sur des niveaux assez sérieux, même si on n'est pas encore sur des éléments du type crise du Covid de 2020 ou alors la crise financière des subprimes en 2007-2008. Côté Nasdaq, c'est la même histoire. Pour une fois, il souffre autant que le SP500 et pas plus, comme on peut le voir avec les deux bougies là qui sont assez similaires en termes de pourcentage de baisse. Pour rappel, en général, vu que le Nasdaq 100 c'est un indice beaucoup plus concentré sur quelques secteurs en particulier, eh bien il va avoir tendance à augmenter plus vite que le SP500 en période de hausse, grâce aux fameuses entreprises qu'on appelle les 7 magnifiques. Nvidia, Apple, Meta, Google, Amazon, puis Microsoft et Tesla. Et donc il va baisser plus fort par contre en cas de baisse du marché américain à cause voilà toujours de cette forte concentration. Ici, comme on peut le voir, il s'en sort de la même manière que le SP500. Et donc ça, c'est expliqué tout simplement parce que le SP500, il va concentrer des entreprises qui sont affectées notamment par la crise des tarifs douaniers provoquée par Trump. Alors que le Nasdaq, en l'occurrence, en concentre très peu, puisqu'on est vraiment beaucoup plus sur des valeurs de la tech, biotechnologiques, ce genre d'entreprises-là. Alors évidemment, on se demande pourquoi est-ce que ça continue à chuter cette semaine. Eh bien parce que tout simplement Trump a annoncé mercredi des nouveaux droits de douane encore plus conséquents en cohérence avec sa stratégie protectionniste. Il avait déjà augmenté les droits de douane sur les produits mexicains et canadiens et ce mercredi, il a annoncé des droits de douane sur de nouveaux pays dont des partenaires commerciaux clés comme le Japon, l'Union européenne, le Vietnam, et il a augmenté à nouveau les droits de douane sur les importations américaines venant de la Chine. Ces décisions, elles se portent sur des secteurs particuliers mais majeurs comme l'aluminium, l'acier, l'automobile et bientôt le pharmaceutique et d'autres secteurs. En conséquence, la Chine, elle a décidé de riposter avec des droits de douane importants sur de nombreux produits américains. Selon Trump, cette stratégie, elle permet de réindustrialiser les États-Unis en forçant les entreprises étrangères à venir produire à nouveau sur le territoire américain. Et d'un autre côté, ça permettrait selon lui toujours de récolter des dollars pour repayer la dette américaine grâce justement aux droits de douane. Le problème, c'est que sur le court terme, ça réduit fortement le pouvoir d'achat des entreprises américaines et des citoyens parce que ces droits de douane, ils vont se refléter dans les prix de la vie de tous les jours. Évidemment, ce serait pas drôle si c'était juste les droits de douane le problème. Mais en plus de ça, le dollar, il baisse en valeur parce que les investisseurs étrangers qui détiennent des réserves en dollars vont plutôt en vendre pour se tourner vers des monnaies moins risquées
et des actifs qui sont plus sûrs en temps de crise, comme l'or et les obligations. Et on le voit très bien ici avec la courbe de l'US Dollar Index qui représente la valeur du dollar par rapport à un panier de monnaies courantes dans le monde entier, que sont par exemple l'euro, le yen, le yuan ou alors le franc suisse. On voit donc bien ici les mouvements des gérants de portefeuille mondiaux du dollar vers l'or, les obligations et d'autres monnaies. Donc non seulement les Américains ils payent plus cher les biens et services de tous les jours à cause des droits de douane, mais en plus de ça, ils payent encore plus cher parce que la valeur de leur monnaie par rapport aux autres monnaies baisse énormément. D'ailleurs, pour relancer l'économie américaine et faire son fameux Make America Great Again, Mr. Trump, il veut baisser les taux de la Banque Centrale Américaine, donc les taux directeurs, on appelle ça. Pour ceux qui n'ont pas cette mécanique en tête, en fait, quand les banques centrales elles vont baisser leurs taux directeurs, c'est pour essayer de stimuler l'économie parce que les taux vont affecter les taux d'emprunt. Du coup, les entreprises vont pouvoir emprunter sans payer trop d'intérêts pour financer leurs investissements. Et les citoyens, donc les particuliers, vont pouvoir également consommer à bas prix parce que les crédits immobiliers, les crédits à la consommation seront beaucoup moins chers en termes de charges d'intérêt. Et comme vous le savez, plus quelque chose est répandu, plus ça va baisser en valeur. Donc si la Fed accepte la demande de Trump de baisser les taux directeurs, les Américains vont encore se faire laminer en termes de pouvoir d'achat. Donc, affaire complexe à suivre, comme d'habitude, sur Flash Markets toutes les semaines. Côté européen, ça se pète la gueule aussi, ça suit les Américains, malheureusement parce que les entreprises françaises et européennes restent quand même très corrélées au marché américain, tout simplement parce qu'elles vont y réaliser beaucoup d'activités économiques. Donc si l'économie américaine va mal, comme pendant la crise des subprimes, ou si l'Amérique freine tout simplement les exportations européennes comme elle le fait actuellement, ça va impacter mécaniquement les entreprises européennes. Résultat des courses, si on revient sur l'Eurostoxx 600 en bougie daily, 2 journées bien violentes jeudi et vendredi également comme sur le marché américain, et un RSI qui est en survente. Donc ça panique, très clairement, ils sont en train de vendre leurs meubles, les traders sur le marché européen. Stellantis est toujours en grande difficulté si on va voir cette action. Voilà, comme on le voit, on a à peu près un pattern graphique d'instance de divorce, très clairement. Si on se penche sur l'exemple de Siemens, entreprise allemande, on remarque effectivement que l'entreprise est en train de se reconvertir dans le business de citronnade sur un stand. Et même des entreprises comme Ferrari, qui sont plutôt très solides sur le long terme, si je viens vous les montrer en weekly, se cassent la gueule comme on le voit effectivement en daily, malheureusement à cause de ces problèmes de tarifs douaniers. Effectivement, voilà, vous voyez très bien que c'est une action sur le long terme qui est vraiment très intéressante. Ça, c'est en général le pattern que je recherche pour acheter des entreprises en stock picking. Si je devais en faire, en l'occurrence, je vous parlerai un petit peu de ma stratégie dans une vidéo qui sera dédiée à ça. Je travaille plutôt avec des ETF, mais globalement, ça, c'est vraiment des actions qui sont très intéressantes. Vous voyez une croissance qui est plutôt exponentielle et très stable sur le long terme. C'est ça qu'on recherche en stock picking. Justement, cette corrélation de l'Eurostoxx 600, donc le marché européen, avec le marché américain, ça me donne envie de vous faire une petite précision sur le concept de diversification pour que vous puissiez tirer une leçon de cette période dure mais temporaire pour ceux d'entre vous qui ont vendu la maison de leur grand-mère pour acheter des actions récemment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la diversification des placements, c'est quelque chose de central pour limiter le risque. Mais attention, comme on le voit en ce moment et à d'autres occasions, diversifier géographiquement ses placements en actions n'est pas si utile que ça, parce qu'on vit dans un monde qui est quand même très mondialisé, des échanges qui sont internationaux, et donc les actions européennes sont impactées par les actions américaines, et vice-versa. Pour rappel, cette corrélation, on la voit très bien graphiquement. Là, j'ai affiché en violet le SP500, donc le marché américain, et le bleu, c'est l'Eurostoxx 600, le marché européen. Et vous voyez que quand on a une baisse du marché américain, systématiquement on a la même chose au niveau marché européen. Là aussi en 2022, c'est la même chose sur le marché baissier de cette période-là. Et sur la crise du Covid, c'était exactement le même exemple aussi. On le retrouve là également. Et donc récemment, bien sûr, comme on l'a expliqué avant, c'est la même chose. Donc quand vous cherchez à diversifier vos placements, il faut que vous choisissiez des placements qui ont un niveau de corrélation entre eux qui est plus faible. Par exemple, avoir un portefeuille constitué d'actions américaines, d'obligations et d'or, ça peut être une bonne idée et ça vous permettra vraiment de bénéficier des avantages de la diversification. Donc c'est intéressant de venir se diversifier sectoriellement
au sein même du marché boursier, donc j'achète des actions d'entreprises qui sont dans des secteurs différents. Et après, pour faire face aux crises, je viens acheter des obligations qui sont réputées plus sûres et un peu d'or. Et comme ça viendra compenser les phases baissières du marché boursier. Donc ça, finalement, ce serait une approche beaucoup plus professionnelle de gestion de risque. Et d'ailleurs, on voit très bien ces dernières semaines que les gérants de portefeuille et les autres professionnels de la finance de marché le font. Si on se rend cette fois-ci sur le graphique de l'or versus le SP500, donc l'or est en jaune, le SP500 est en violet, on remarque effectivement que l'or a augmenté depuis les premières annonces de Trump en février, qui ont fait baisser le marché américain. Donc on voit bien ici que la diversification aurait fonctionné, puisque vos actions auraient perdu de leur valeur, mais d'un autre côté, l'or aurait pris de la valeur, donc ça aurait compensé la chute du marché boursier, et ça vous aurait permis de ne pas trop perdre pendant cette phase baissière. Vous pouvez même aller plus loin en achetant et en détenant des devises étrangères qui donc permettraient de conserver de la valeur lorsque le dollar lui perd de sa valeur ou alors que l'euro perd de sa valeur en fonction du marché sur lequel vous investissez. En dehors du yen, comme on vient de le voir, qui a pris de la valeur par rapport au dollar, l'euro également a pris de la valeur par rapport au dollar comme on le voit depuis début février. Donc à nouveau, détenir des devises étrangères peut être aussi une bonne manière de réduire son risque et de réduire la violence des chutes boursières quand elles arrivent. Et donc en complément avec l'achat d'or, c'est ce que font les gérants de portefeuilles mondiaux. Et donc c'est pour ça qu'on remarque l'augmentation de la valeur de ces devises étrangères et de l'or comme on vient de le voir auparavant. Côté marché crypto, ça galère pas mal depuis le plus haut. Soyez vachement vigilants, on est dans une zone où on n'a aucune idée de si le marché va continuer à monter ou pas. Moi en général ce que je fais, c'est que je rachète dans la zone qu'on appelle la reload zone, qui se situe avec les nombres de Fibonacci entre 0,618 et 0,786. Donc ça c'est tout simplement des pourcentages de retracement du prix de l'actif. Donc si par exemple le sommet de ce bull run, donc ce marché haussier, serait ce niveau de prix là, et bien j'attendrai précisément que le prix de l'actif, le prix du Bitcoin redescende à ces niveaux-là pour pouvoir en racheter pour le prochain marché haussier à long terme. Ensuite, après avoir acheté entre les 0,618 et les 0,786, lors du prochain bull run, je trace le même niveau de Fibonacci systématiquement par rapport au sommet le plus proche. Et à chaque fois qu'un nouveau sommet se déclare, eh bien je remonte le Fibonacci. Et le jour où le sommet est le sommet définitif du marché haussier, eh bien j'attends les 50% de retracement. Et si effectivement le prix descend en dessous de ces 50% de retracement, dans ce cas-là, je considère que le marché haussier est terminé. Et donc je me prépare à nouveau à racheter dans cette zone-là, qu'on appelle donc la reload zone. Retenez bien que c'est hyper important de chercher à rentrer au bon moment. Ça va vous permettre d'avoir plus de marge de manœuvre et de pouvoir prendre des décisions objectives sans être sous le coup des émotions, parce que vous ne serez pas en perte, vous serez simplement en train de perdre des profits. Et ça fait une grosse différence. Et oui, parce que si vous achetez à ces niveaux de prix là ou à ces niveaux de prix là, parce que regardez, si on vient remettre ce Fibonacci sur le mouvement haussier précédent, le bull run précédent, donc on le trace ici, toc. Vous voyez bien que effectivement le prix est redescendu après le marché haussier dans cette reload zone et pas aller plus bas. Et donc si on a acheté ici, qu'ensuite le prochain marché haussier se déclare et que au bout d'un moment ça finit par redescendre, et ben on a le temps de le voir venir. Donc on peut quand même récupérer des profits, par exemple des profits qui seraient situés entre cette zone-là et cette zone-là, si le marché était allé beaucoup plus bas et avait arrêté son marché haussier. Et si ça continue, bah, tant mieux pour nous. On peut continuer à reporter notre Fibonacci, comme je le montrais avant, et prendre des décisions plus facilement sans être sous le coup de l'émotion parce que vous n'êtes pas en train de perdre votre argent. Du côté du sentiment de marché, donc sur Scalpex Index comme d'habitude, on va prendre des informations. La majorité des investisseurs aujourd'hui ont moins peur que la semaine dernière. On a un Fear and Greed à 30 qui était beaucoup plus faible la semaine dernière, je m'en rappelle. L'espoir remonte un peu parce qu'on a un indice social qui est vraiment très haussier, donc ça veut dire qu'il y a de l'engouement sur les plateformes pour le Bitcoin à nouveau. Donc pour l'instant sur le marché crypto, à travers l'analyse du Bitcoin qui lui de toute façon gouverne tout le reste du marché, pour moi il n'y a pas de tendance claire de reprise haussière. Donc soyons patients pour ceux qui sont sur le marché crypto,
gardez vos bitcoins au chaud sur votre ledger et attendez plus patiemment de voir ce qui va se passer, qu'on ait une tendance plus claire de reprise haussière. Et sinon, il faudra songer effectivement à prendre vos profits et à racheter sur la reload zone pour le prochain marché haussier, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Alors, comme à mon habitude, je vais évidemment pas vous laisser comme ça sans vous donner des clés pour vous en sortir et comment profiter de cette situation. Pour le marché boursier, soyez à l'affût du VIX. Comme je vous l'ai montré, c'est un super indicateur de crise et dans le passé, statistiquement, il a toujours offert une indication d'opportunité d'achat qui était très fiable. Là, on est sur des valeurs extrêmes actuellement, donc surveillez-le pour éventuellement racheter des actions à un prix super intéressant si cette crise commerciale des États-Unis s'aggrave. C'est pas des moments drôles forcément parce que notre portefeuille il peut être dans le rouge, mais sachez que c'est dans ces moments-là que vous pouvez accélérer aussi la croissance de votre patrimoine. N'oubliez jamais que les crises sont certes fréquentes dans l'histoire des marchés boursiers, mais que sur le long terme, comme effectivement j'aime bien vous le montrer avec la courbe du Dow Jones que vous voyez ici, les actions, elles restent un super investissement pour vous permettre de faire fructifier votre patrimoine parce que vous achetez une part des actifs d'entreprise qui sont florissantes au lieu de laisser votre argent inutilement sur des comptes peu rémunérateurs et gâcher ce potentiel. Alors restez solide, achetez des actions quand monsieur le VIX là vous le signalera et vous serez fier de vous dans quelques années. Voilà, c'était Finwave, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, dites-moi ce que vous en pensez de cette situation sur les marchés boursiers en commentaire. Je vous souhaite de la réussite dans vos investissements, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Flash Markets et à très bientôt. Ciao!